Bienvenue sur Slow is Good. Repenser son business en ligne autrement pour plus d'impact. Dans ce podcast, votre ressource pour Slow Business, on parle stratégie business, marketing, productivité avec une bonne dose de human touch. Je suis Géraldine JP, slowpreneur, entrepreneur de l'extrême, ex-fondatrice de start-up. Je vous partage des méthodes, des pratiques pour entreprendre autrement, dans la joie et la lenteur. Bonne écoute. Hello, bonjour et bienvenue. Alors, avant de passer au prochain épisode, je voulais vous parler de quelque chose et je voulais vous présenter quelqu'un. Hello, bonjour, je suis Émilie Gros. Bonjour Émilie. Alors toutes les deux, en fait, on a co-créé quelque chose d'assez exceptionnel, le Sommet des Slowpreneurs qui arrive du 12 au 18 juin 2023. Oui, exact, c'est une semaine de partage, de contenu et d'exploration en mode slow. Alors, inscris-toi au sommet, sommet-slowpreneur.com et profite du tarif Early Bird. À bientôt. Hello et bienvenue pour un nouvel épisode de Slow is Good. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai le bonheur et le plaisir d'accueillir Camille Rowe. Bonjour Camille. Allô! Comment vas-tu? Ça va bien, merci de m'accueillir dans ton podcast. Écoute, ça fait très très plaisir. J'ai découvert ton profil en browsant sur Instagram et du coup, de fil en aiguille, j'ai creusé sur tes sujets, j'ai creusé sur vraiment ces choses dont tu parles et en fait qui ont fait que tu as fondé en fait The Self Love Factory et aussi Some Girl Time, un podcast que tu animes et que tu gères depuis un petit moment. Est-ce que tu veux nous en dire un petit peu plus sur toi, d'où tu viens et en fait tes projets de création de contenu? Oui, ben en fait, moi, j'ai tout de suite aimé les réseaux sociaux, créer du contenu. Quand j'étais petite, je jouais avec la caméra de mon père, puis on faisait des capsules, puis je voulais faire de la photo et tout ça. J'ai toujours été attirée par la caméra, autant en avant de la caméra en tant que mannequin maintenant aujourd'hui, en tant qu'animatrice, Oui. ou derrière la caméra en tant que créatrice. Oui. Et dans ma jeunesse, j'ai vécu une période de troubles alimentaires, puis avec une image corporelle négative. Mhm. Puis, après avoir passé à travers ça, je me suis dit que j'aurais aimé ça qu'il y ait un safe place sur Internet pour accueillir les gens qui ont envie de améliorer leur image corporelle, qui ont envie de s'accepter un petit peu plus facilement parce que la société, elle rend pas ça nécessairement facile. Absolument. De faire un safe place pour toutes celles qui veulent se donner plus d'amour. Donc, j'ai créé le Self Love Factory qui crée des événements, des ateliers, des retraites. Bientôt, on va avoir un voyage que je vais annoncer. Puis, toujours de le faire dans la légèreté. Je suis pas une experte, je suis pas une psychologue, je suis pas une professionnelle. Je suis juste une femme comme les autres, mais qui veut créer ce safe space-là. Puis dans Some Girl Time, le podcast, le but, c'est d'aborder ces thématiques-là avec des personnalités puis des femmes qui m'inspirent. Oh, écoute, je te remercie vraiment d'avoir vraiment partagé en fait la source d'où tu es partie justement avec ces projets-là. Ce qui m'intrigue énormément, c'est que tu as dit quelque chose qui m'a fait sourire intérieurement quand tu dis quand j'étais plus jeune, en fait, je faisais des capsules. Mais est-ce que tu rends compte, on a une certaine différence d'âge, on en a parlé un petit peu plus tôt, mais c'est que en fait, Internet, c'est pas si démocratisé et si vieux que ça. Mais sauf que toi, tu as grandi avec. Et du coup, la question qui m'interpelle, c'est comment justement on grandit avec cet accès non-stop à toute cette technologie, d'avoir facilement accès à des téléphones intelligents qui permettent de passer en fait carrément directeur derrière une caméra, entre guillemets. Comment ça se passe? Ben, je dirais que moi, j'ai vraiment vécu l'essor de ça, comme toi, tu sais, on a connu les téléphones qui étaient pas intelligents, on a connu l'arrivée des téléphones intelligents, l'arrivée des réseaux sociaux, puis moi, j'étais dans une âge que je pense que j'avais le goût de sauter dans le bateau, j'avais le goût de m'exprimer, je pense que ma génération, on veut tous afficher nos couleurs fièrement, on veut tous crier haut et fort qu'on existe et qu'on existe de telle façon. Ouais. Tu sais, je pense que pour la génération Z, moi, je suis une milléniale, puis j'ai appris récemment d'ailleurs que les gens nés dans les années 90 sont appelés les zilléniaux.
Oui. parce qu'on serait un genre de mix entre les milléniaux et la génération Z. Puis ça, j'aime ça parce que j'arrivais pas à me mettre dans la boîte milléniale ou dans la boîte génération Z, donc zilléniaux, j'adore. Je dirais que d'avoir grandi avec ça, c'était une façon de pouvoir justement m'exprimer, puis qu'on me donnait une plateforme, puis des plateformes, parce qu'il y a eu plusieurs réseaux sociaux, même avant Instagram. Puis la curiosité, tu sais, je pense qu'on avait envie de voir comment les autres vivaient, puis tu sais, déjà, l'essor des téléréalités, on le voyait à la télé, mais là, on avait un accès vraiment proche, puis je pense que ça a assouvi la curiosité des gens qui préféraient voir ou de ceux qui voulaient s'exprimer, de pouvoir s'exprimer. Puis, ce que je trouve aussi très, très intéressant, c'est que tu as plusieurs casquettes. Donc, casquette de créatrice de contenu, chef d'entreprise, créatrice, mais aussi mannequin. Comment est-ce qu'on fait le lien entre tout ça? Je sais pas, j'ai besoin de le savoir en fait. Ben, moi, ça fait maintenant 6 ans que je suis à mon compte. J'ai travaillé 1 an dans une agence de réseaux sociaux, puis j'avais trop soif de vouloir faire plus, aller plus loin. Puis j'ai décidé de commencer mon agence de réseaux sociaux. Ben, mon agence, je le fais vraiment comme à mon compte, la création de contenu, m'occuper des business et tout ça. Et j'ai vu, moi, dans le fond, une des valeurs fondamentales dans n'importe quelle des sphères, c'est la liberté. Pour que je sois heureuse, je dois me sentir libre. Et j'ai tout simplement fait un plan. OK, qu'est-ce que j'aime faire, puis comment ça peut me faire sentir libre? Créer ma propre entreprise, ça me donne une liberté financière, l'autonomie financière. Être mannequin, c'est plus une opportunité qui est venue à moi, mais qui était naturelle dans un sens parce que j'aime ça être devant la caméra. Mais ça me donne la liberté financière aussi de pouvoir travailler. Puis, communiquer avec les gens. Fait que bref, c'était vraiment... Tu sais, j'ai déjà fait... J'ai tellement d'idées, là, j'ai tellement parti d'entreprises que finalement, je me suis rendu compte que ça marchait pas puis que c'était pas ça que je voulais faire. Il y en a d'autres, ceux-là, c'est ceux qui ont marché, qui ont fonctionné, puis j'en ai plein en dessous de ma casquette aussi. Puis je pense que j'ai besoin de cette variété-là pour me sentir en vie, tu sais, puis pas me dire « Ah, j'ai hâte à vendredi, j'ai hâte à samedi, j'ai hâte à dimanche ». Je veux pas vivre pour le week-end, j'ai envie que toute ma semaine, elle soit motivante, puis je pense que ça, c'est une caractéristique commune de tous les gens qui ont leur projet, c'est que ça nous fait sentir en vie, puis moi, c'est à l'adrénaline, puis c'est ça, avoir plein de projets, ça m'amène ça, fait que je pourrais pas fonctionner sinon. Mais alors, du coup, tu as plusieurs projets qui mangent pas la même chose en hiver, j'imagine. Donc, en termes de structure, comment ça fonctionne du coup pour toi, pour t'assurer justement que tu préserves cette liberté? Parce que finalement, justement, avoir cette fibre entrepreneuriale qui est très développée, ça fait que, j'imagine, il y a plusieurs projets qui doivent se superposer. Alors, comment tu te structures justement pour préserver ça? La leçon la plus grande que j'ai appris récemment puis que je suis encore en train de sink in, c'est la patience. Parce qu'il faut de la patience pour pouvoir make it happen. Il faut de la patience pour que tout puisse arriver parce qu'évidemment, c'est le burn-out puis la dépression si on essaie de tout faire en même temps. Moi, récemment, j'ai instauré les 3 days a week, donc 3 jours par semaine pour travailler, pour ce qui est des projets qui me ramènent de l'argent. Donc, j'ai établi c'est quoi le montant exact que j'ai besoin, pas pour survive, mais pour thrive. Donc là, j'avais un montant qui me permettait de payer mes factures, de faire les achats qui étaient importants pour moi, qui sont des voyages, qui sont un mode de vie qui me permet de voyager plusieurs fois par année. J'aime ça aller notamment travailler à l'étranger. J'amène mon chien, mon copain, on loue une villa, un appartement, puis ça, c'est important pour moi, pour mon bonheur puis mon bien-être. Et bref, j'ai arrivé à un montant, et là, je l'ai séparé en 3 jours, en 3 journées de 8 heures. Donc là, ça fait quoi ce tarif-là? Fait que j'ai changé mon tarif, c'est ça qui m'a donné, entre guillemets, le courage, les couilles de changer mon tarif, parce que c'était ça la réalité que je voulais faire, et je dédie 3 journées par semaine
au contrat qui me rapporte une rémunération qui est claire, précise, qui me permet d'avoir le mode de vie que je veux. Et ça, c'est super important. Et les 2 autres journées, je vais aller travailler sur les projets qui me tiennent à cœur et qui, peut-être un jour, vont me ramener de l'argent, mais que c'est pas ma motivation première, que c'est sûr que ça serait trippant de pouvoir vivre de ces 2 projets-là, des projets que je fais pendant ces 2 journées-là. Ouais. Fait que, par exemple, j'organise en ce moment une séance de photos créatives que je vais mettre en vedette le corps de la femme et je vais m'improviser photographe pour cette journée-là. D'accord. J'ai fait un casting, appel à tous, j'ai plein de femmes qui viennent. Ça prend du temps à organiser ça, c'est dans ces 2 journées-là. Ouais. Je suis en train d'écrire des projets, un manuscrit pour un livre. J'ai des projets aussi dans ma manche que je prépare pendant ces journées-là. Le Self-Love Factory, ça va être un mix des deux parce qu'il y a le côté... ça vient vraiment d'une bonne place, le Self-Love Factory. Je dis pas que quand on veut faire de l'argent, ça vient d'une mauvaise place, mais c'est vraiment quelque chose qui me passionne puis qui est important pour moi puis qui est valorisant de créer ce safe space-là pour les femmes. Donc ça, je vais l'intégrer dans les 2 journées. Fait que bref, je sépare ma journée comme ça et les 2 journées du week-end parce que mon copain, lui, a plus une semaine 9 à 5, lundi au vendredi, mais je l'attribue à passer du temps de qualité avec ma famille, mes amis, relaxer, déconnecter, me débrancher, là. Ouais. J'aime beaucoup ta structure. On a une structure qui est relativement similaire. J'adore ça. Et effectivement, beaucoup de tes projets tournent autour de tes passions de cœur, vraiment le corps de la femme. Alors, en tant que mannequin, c'est sûr que j'imagine qu'il y a des connexions très profondes avec aussi, bien entendu, peut-être les différents troubles que tu as vécus dans ta jeunesse. Mais pourquoi, justement, cette passion, elle a germé aussi, de manière aussi forte que tu en as créé, en fait, des œuvres d'art, quasiment, autour du corps de la femme? Est-ce que c'est venu justement de ces expériences de ton enfance ou c'est quelque chose que tu as développé au fur et à mesure parce qu'il y a des contextes qui ont fait que tu as peut-être été mis peut-être un peu au pied du mur ou rencontré des défis à ce niveau-là? Est-ce que tu veux dire ma fascination pour le contenu qui met la femme de l'avant ou... ok, oui. Ben, je pense que c'est arrivé que je suis sûrement pas la seule, mais quand j'étais une petite fille, j'admirais beaucoup les femmes qui étaient présentées devant moi. Puis je me rappelle que je me disais qu'un jour, j'allais être comme ces femmes-là parce que j'étais mal dans ma peau, je me comparais avec les gens autour de moi, mais j'avais espoir au fond de moi qu'un jour, j'allais être capable de briller aussi fort que les femmes que j'admirais. Cette genre de comparaison puis envie m'a aussi amené à avoir les troubles alimentaires puis à vouloir modifier mon image corporelle. Puis, quand que j'ai décidé de guérir ma relation avec mon corps, j'ai décidé de changer les femmes que, au lieu de me comparer, j'ai décidé de m'inspirer puis d'admirer des femmes qui me font sentir bien. Puis ça a été un shift qui a tout changé pour moi. Je pense que l'arrivée d'Ashley Graham dans les magazines, ça a vraiment été quelque chose de déclencheur, de dire cette fille-là, elle glow, elle est vraiment hot, puis elle assume son corps qu'elle a. Puis c'est pas un problème au fait que ça lui enlève rien, puis que ça la fait briller moins fort. Puis ça m'a inspirée à vouloir qu'il y en ait plus des Ashley Graham, à vouloir qu'il y en ait plus de femmes qui s'affirment. Puis aussi, moi, dans ma vie personnelle, quand j'ai décidé de m'affirmer, de m'accepter, j'ai vu qu'il y a des gens autour de moi, des amis qui m'ont dit « Hey, quand je suis avec toi, j'ai plus le goût d'enlever ma veste puis de pas être complexée de mes bras. Quand je suis avec toi, je suis à l'aise d'être en maillot de bain à la plage. » Puis c'est vraiment valorisant de créer ce safe place-là puis d'arrêter d'être dans la destruction. Donc, c'est un petit peu un amalgame de tout ça que de créer du beau, créer quelque chose qui vient de la bonne place puis qui est pas là pour créer l'envie, qui est là pour vraiment inspirer. Ben, c'est ça, c'est que plus on voit de normalité, plus on peut normaliser. Puis je veux célébrer ça, la normalité, puis montrer aussi, je pense que ma twist, c'est que on peut briller en tant que femme en étant, peu importe la shape qu'on a, peu importe la cicatrice qu'on a, peu importe. J'aime ça voir les femmes briller, j'aime ça briller, puis je pense qu'en brillant,
puis en essayant de briller, je permets à d'autres personnes, puis j'ai l'air pas humble en dire ça, mais moi, quand je vois une fille qui brille, ça me donne le goût de briller. Hmm. Quand on promouvoit justement des choses qui sont normales puis qui sont atteignables. Mhm. Mais comment tu vois ton corps, toi, aujourd'hui? Moi, mon corps, comment je le vois, mon image corporelle, c'est vraiment un chemin avec des hauts et des bas, comme tout le monde. Hmm. Pendant la pandémie, à la fin de la pandémie, je me rappelle que j'avais eu dans le fond, de la dysmorphie corporelle, c'est quand on obsède avec une partie de son corps, puis que les yeux, dans le fond, vont pas envoyer le même reflet, un reflet réaliste. Donc, des fois, je pouvais me regarder dans le miroir, puis je pouvais me voir un poids qui est vraiment plus élevé que qu'est-ce que je suis, ou je pouvais me voir un poids qui est vraiment plus mince que qu'est-ce que je suis. J'avais de la misère à cerner la réalité de le vrai reflet. Mhm. Puis, j'avais beaucoup de difficultés dans ce temps-là à pouvoir m'accepter parce que mon image était faunée par des préjugés que je me donnais ou parce que je voyais. Donc, en travaillant ça, en acceptant ça, aujourd'hui, comment je vois mon corps, je le vois comme un vaisseau qui me permet de faire toutes les passions qu'on a parlé. Mes mains me permettent de créer, je peux parler, je peux m'exprimer, puis aussi, je pense que j'ai appris à me valoriser par autre chose que Mhm. mon physique, Mhm. parce que peut-être que j'avais fait cette erreur de laisser les autres leur perception de ma beauté, de ma laideur, de peu importe la façon que eux ils me voyaient, Mhm. c'était ça que j'étais, ma valeur dans le fond, elle était sous le regard des autres. Puis justement pendant des castings que j'avais pas les castings parce que je correspondais pas à ce que les gens recherchaient, ben là j'ai dû me détacher de ça à la dure, mais maintenant c'est vraiment plus puissant de marcher dans une pièce puis que ça dérange pas si les gens nous aiment ou nous aiment pas Mhm. parce que nous on s'aime. Puis ça c'est vraiment cool. Je pense que c'est assez puissant ce que tu dis, justement, de cet affranchir du regard des autres au final, quel que soit le domaine, professionnellement, en particulier dans ton métier quand même, parce que c'est un métier qui est basé sur l'image, le rapport à soi, etc. Et puis je pense que tu dois aussi être en contact avec des personnes qui ont peut-être pas encore franchi ce pas. En fait, comment est-ce que tu as fait ce cheminement? Parce qu'il y a la création, bien entendu, ton métier de créatrice, mais comment est-ce que je dirais, intimement, intérieurement, tu as pu passer ce cap de te dire le regard des autres, il ne m'importe peu, puis ce ne sera pas un frein à mon développement, que ce soit d'ailleurs personnel ou artistique. Ben, je pense que ça prend beaucoup de temps puis beaucoup de petites étapes. Mais, par exemple, le casting que je te disais, c'est un casting qui s'est passé il y a quelques semaines, là, quelques mois, qui est quand même assez récent. Quand je suis sortie, je me suis sentie complètement... je me suis sentie vraiment petite, puis parce que j'avais vraiment pas plu aux gens qui étaient là, puis j'ai vraiment senti que moi, j'étais juste une apparence, que je rentrais dans une pièce, que je me faisais juger, puis que je passais pas le test. Donc, ces personnes-là ont vraiment réduit ma valeur, puis ça m'avait vraiment fait beaucoup de peine en sortant de là. Mhm. Puis, je me suis rappelée de la petite Camille qui était au primaire, puis qui était un petit peu plus mal dans sa peau, puis Mhm. je pouvais pas penser que la fille qui va avoir 30 ans bientôt, elle se laissait valoriser par les autres, puis que la petite Camille, elle verrait ça, si elle savait ça, elle serait pas fière. Puis pour elle, pour mon enfant intérieur, genre, je me suis dit que j'allais pas, que ça allait arrêter. C'est qu'à un moment donné, je pense que c'est un shift de mindset, c'est changer son avis. La fois que j'ai décidé d'arrêter d'admirer des gens qui me font sentir mal, parce que j'ai été honnête avec moi, puis que j'ai commencé à admirer des gens qui me font sentir bien, la fois que j'ai décidé que j'allais pas laisser les gens du casting choisir la valeur de l'humain que j'étais, ça a été un shift. La fois que j'ai décidé que j'allais enlever mes shirts quand j'allais à la plage, puis que j'allais prendre des photos, c'est un changement de shift, puis c'est tous ces petits changements de shift qui font qu'on devient une femme plus puissante puis épanouie, je pense. Je pense que cet effet composé, est-ce qu'il a eu un impact aussi avec peut-être une spiritualité aussi intérieure qui s'est développée aussi en même temps?
Oui, vraiment beaucoup. Je pense que j'ai eu un éveil spirituel pendant la pandémie. J'ai travaillé avec un coach de spiritualité Hmm. qui m'apprenait l'hindouisme, le bouddhisme, qui m'apprenait des concepts. Aussi, on a travaillé par rapport au corps, que notre corps, on n'est pas notre corps, que c'est notre enveloppe, tu sais, de se détacher de ça, ça m'a vraiment beaucoup aidé. Puis, ça va peut-être sembler bizarre, là, mais j'ai créé une maison à l'intérieur de moi. Puis, dans cette maison-là, il y a de l'espace pour toutes mes émotions. Puis, je suis vraiment à l'écoute de qu'est-ce que je ressens. Ouais. Je suis vraiment self-aware. Puis, ça me permet de faire preuve d'honnêteté puis de sortir du déni par rapport aux choses qui se font mal. Parce qu'il y a une personne qui pourrait toute sa vie être dans le déni par rapport à puis accepter puis normaliser le fait qu'elle aime pas son corps puis souffrir pendant des années. Ouais. Tandis que j'ai décidé d'être vraiment honnête avec moi puis de mettre un stop à tout ça. Mhm. Et en fait, j'aime beaucoup en fait comment tu décortiques toutes les étapes qu'il a fallu pour finalement faire tomber ces barrières qui sont autant d'ailleurs intérieures que extérieures et qui t'ont amené justement à te révéler et à te sublimer aussi, on peut dire, et Mhm. aussi de donner de l'espace, donc d'ouvrir ton cœur à d'autres pour leur laisser justement la possibilité de faire aussi ce cheminement, je crois. Alors pourquoi est-ce que c'est important aujourd'hui pour toi, à travers ces ateliers, de redonner justement à la femme, en fait, peut-être une forme de reconnexion intérieure et extérieure en même temps? Ben, moi, quand j'ai eu mon parcours, une des étapes que j'ai fait dans les troubles alimentaires, je suis allée dans une communauté dans laquelle, une fraternité dans laquelle il y avait des réunions à chaque semaine. Puis j'avais tellement honte, là. Quand on souffre, on a vraiment beaucoup de honte à l'intérieur de nous. Puis, dans ces réunions-là, je n'étais pas à l'aise de parler, mais ça venait guérir quelque chose d'entendre des gens qui partageaient leur cheminement, qui s'exprimaient. Ça faisait l'aspect de communauté, ça nous permettait de se serrer les coudes, de discuter, de se sentir normal. Puis, avec le temps, j'ai lâché cette communauté-là parce qu'elle correspondait. Puis, j'ai rien, puis j'inviterais tout le monde à, à y aller si ils passent par des moments plus difficiles qui sont liés avec l'addiction. Dans ce cas-là, c'est l'addiction de la nourriture. Euh, mais là, je me suis dit, pour l'image corporelle, il y a comme pas une place qui existe qui est que je veux enlever le sentiment de honte puis de gêne, quelque part de vraiment accessible que j'aurais aimé avoir quand j'étais au moment que je souffrais le plus, puis que j'aimerais avoir en ce moment parce que, comme je t'ai dit, le chemin, il y a des hauts et des bas, puis je pense que même dans 10 ans, de être self-aware, de faire le ménage dans la maison que je me suis créée à l'intérieur de moi, même en tant que participante, c'est quelque chose que je veux, donc ça existe pas, puis je me suis dit que je voulais le créer pour l'offrir, puis tant mieux si d'autres personnes peuvent en profiter, puis c'est vraiment valorisant de voir les femmes s'ouvrir, puis ce que j'espère, c'est qu'il n'y ait aucune honte qui soit reliée à mes événements, qu'on se sent tout petite parce qu'on souffre quand on est toutes là, puis on a toutes passé par là, puis on continue notre chemin. Alors, je suis assez curieuse de savoir justement dans le développement de ces programmes et de ces activités, comment est-ce que tu navigues justement d'une génération à une autre, parce que tu dois avoir des moins jeunes et des plus matures, entre guillemets aussi, puis aussi des genres qui doivent aussi s'imbriquer. Comment est-ce que tu navigues à travers ça? Ben en fait, qu'est-ce que j'ai remarqué? Une des discussions qu'on a eues au dernier atelier, c'était qui est ressorti, c'était la relation entre nos mères et nous. Mm. Et il y avait des personnes qui étaient mères, il y a des nouvelles mères, il y avait des gens enceintes, puis il y avait des gens qui parlaient de leur mère. Puis on voit vraiment qu'il y a une différence dans la génération. Puis je dirais que la plus flagrante, c'est que c'est tabou pour les gens qui vont être plus âgés parce que on parlait pas de santé mentale ouvertement dans ce temps-là et qu'il y a une barrière de plus difficile à aller briser Mm. euh, pour aller construire justement un pont. Puis je pense qu'il y a des gens de la génération
comme de mes parents, par exemple, qui vont avoir beaucoup de difficultés, puis justement la honte de parler puis d'aborder ça parce que c'est quelque chose d'extrêmement intime. Et si on retourne aux réseaux sociaux, il y a aussi cet aspect-là qu'ils ont beaucoup plus de tabous et d'intimité, alors que notre génération va plus, certaines personnes comme moi d'ailleurs, des fois, utiliser les réseaux sociaux comme un journal intime, puis parler ouvertement de santé mentale. Puis quand on regarde la génération Z, ils le font encore à un autre niveau. Ouais. Puis je trouve ça beau de parler de ses sentiments, homme ou femme, puis de s'ouvrir. Puis parce que des fois, la comparaison, tu sais, moi j'aime ça faire, il y a la comparaison, mais il y a s'inspirer aussi. Puis quand on peut s'inspirer des autres, puis se normaliser, je trouve ça vraiment cool. Mais tu vois, dans cette question justement du rapport à soi, du rapport au corps, entre les genres, comment ça se passe? Comment est-ce que tu gères quand il y a en fait, plusieurs couches au niveau, je dirais, diversité, que ce soit de la diversité, je dirais, culturelle ou même, je dirais, neuro-atypique, entre guillemets. Comment ça se passe et comment tu évolues justement avec ces personnes-là qui participent à tes ateliers? Mais moi, je trouve ça encore plus puissant quand que on vient tous d'un différent background, que notre histoire est toute différente, parce qu'on a toutes quelque chose en commun, c'est qu'on a de la misère avec notre image corporelle, puis qu'on veut se donner plus de self-love. Mhm. Donc, moi, je vais plus focuser sur ça. Puis, c'est justement quand on voit toutes les gens différents dans la pièce, peu importe la silhouette qu'ils ont, euh, ils vont ressentir le même mal de vivre par rapport à ça, puis ce besoin de s'exprimer, puis eux, comment ils vivent cette situation-là, ça permet aux gens de mieux comprendre les autres, Mhm. ça permet de voir qu'il y a de la similarité, Mhm. puis je pense que ces deux choses-là qui ressortent, c'est ça qui est puissant d'une crowd qui est diversifiée. Puis tu sais, moi, je suis pas une experte, je suis pas une psychologue, puis c'est important pour moi de créer le safe space pour ouvrir la Ouais. communication puis la parole. Mais c'est ça. Moi, je pense que nos différences puis nos similarités, c'est deux choses qu'il faut célébrer quand on est tous différents dans la pièce. Alors, tu disais quelque chose qui m'interpelle un peu. Euh, Tu disais que pour la génération Z en particulier, justement, faire l'usage en fait des médias sociaux, il y a un aspect positif qui est de l'utiliser comme un canal d'expression, euh, comme un journal, comme tu l'as dit. Mais et dans les faits inverses, parce on voit aussi des statistiques qui montrent que les réseaux sociaux apportent aussi beaucoup d'anxiété, euh, de déformation aussi, Mhm. d'addiction, et potentiellement on voit des statistiques qui commencent à montrer en fait le danger des réseaux sociaux en termes euh, on voit de nombreuses petites filles par exemple qui font des tentatives de suicide, ce genre de choses. J'ai pas tous les chiffres avec moi là, mais ce que je voudrais dire, c'est comment justement on fait face à ça, surtout pour les générations à venir en particulier et l'exilé new. Mais je pense que les réseaux sociaux sont devenus une partie importante dans la vie de tous les jours de beaucoup de personnes, puis d'une majorité de personnes, puis je doute pas, tu sais, même sans les chiffres, j'en doute pas. Euh, je pense que on doit aller vers une éducation d'une utilisation saine des réseaux Mhm. sociaux. Puis ça va être super difficile à faire parce que c'est encore en Ouais. évolution. Mais une des choses que j'aimerais tellement faire, que j'ai dans ma manche pour un jour, c'est justement de proposer cette genre de formation que j'aimerais ça aller faire le tour des écoles secondaires Ouais. pour parler de ça. Mais je pense que ça devrait être dans le système d'éducation, dans le tu sais, dans qu'est-ce qu'on apprend, de différencier une utilisation saine et toxique des réseaux sociaux, de démystifier, de savoir repérer une pub, de savoir repérer la vraie information. C'est combien de temps qu'on devrait être dans les réseaux sociaux? C'est combien de temps que c'est trop? Parce que on a accès à plein de choses qu'on peut être addict, que ce soit l'alcool, la Ouais. drogue, le shopping, les réseaux sociaux, la porn, tu sais, on a accès à ça, puis on ne va pas couper ce moyen d'expression-là. Il y en a que c'est la télé. Avant, les gens Ouais. pouvaient passer
8 heures par jour sur la télé. Maintenant, ils passent 8 heures sur sur YouTube, sur Instagram, sur TikTok, bref. Je pense que c'est vraiment l'éducation d'une utilisation saine des réseaux sociaux qui peut aider à ça parce que on doit être un consommateur averti, puis ça demande aussi du self-control, tu sais, par exemple, moi, des fois, je le sens, tu sais, TikTok, je le sais que des fois, c'est un gouffre et je peux passer des heures. Puis après, je vais dire, oh my God, je viens de passer des heures là-dessus. Puis, tu sais, même si je travaille sur les réseaux sociaux puis que j'ai tout le temps mon téléphone dans les mains, je ne consomme pas énormément et je fais vraiment attention. Je veux consommer les réseaux sociaux pour savoir être à l'affût de qu'est-ce qui se passe, c'est quoi les trends, pour pouvoir conseiller mes clients que j'aide dans leur stratégie réseaux sociaux, pour pouvoir créer du contenu qui me ressemble, pour me laisser inspirer par les choses positives que je vais. Mais j'ai fait un ménage dans mes abonnements, je sais que quand quelque chose est toxique, je vais aller pas suivre, je le sais, je vais me faire un système que je vais lâcher mon téléphone après une telle heure, puis c'est difficile à respecter des fois. Si je travaillais pas autant, puis que j'étais pas passionnée par qu'est-ce que je ferais, je serais sûrement plus sur mes réseaux sociaux, mais je pense que c'est vraiment de promouvoir une utilisation saine, puis de mettre le doigt sur c'est quoi une utilisation saine, puis je pense que ça va venir dans les prochaines années, que des gens vont pouvoir encadrer les gens, puis j'espère que ça sera offert aux jeunes, puis sinon, ça va être le travail des parents aussi de le faire, puis de s'éduquer là-dessus, puis d'être aware of ça. T'as complètement raison. Et parce que pour travailler justement également dans le domaine, c'est vrai qu'on est vite happé dans la spirale. Je me souviens de soirées où j'ai dit à mon conjoint, j'arrive dans 5 minutes, et en fait, il m'entendait ricaner dans le couloir parce que j'étais prise dans TikTok. J'appelle ça souvent la spirale TikTokienne. Ouais. Parce qu'on voit pas le temps Ouais. passer, et justement, ça peut amener justement un certain danger quelque part finalement d'avoir une seule source et une seule catégorie, je dirais, d'information, parce que at the end of the day, ça reste des canaux d'information aussi, avec une véracité qui est discutable, avec une pertinence discutable aussi pour certains. Ouais. Ce qui m'intéresse beaucoup dans ce que tu dis aussi, c'est cette notion de self-love. Comment est-ce que toi, elle t'aide à travers tous les segments et tous les volets en fait de ton travail? Parce que ce dont je me suis rendu compte, juste à titre personnel, c'est que plus en fait il y a d'amour pour soi, plus, par exemple dans mon cas, j'ai d'espace pour de la créativité, et plus ça va être facile, par exemple, d'aller partager mon savoir, mes offres, d'avoir même la motivation d'innover dans certains segments en fait de mon entreprise, et d'aller même m'exposer un petit peu plus. Comme par exemple, c'est un deuxième test que je fais aujourd'hui, d'avoir un épisode qui est en vidéo. Il y a quelques mois, il aurait fallu me payer très cher pour ne serait-ce que faire l'expérience. Mais je remarque que justement, l'amour de soi, ça ouvre des portes, ça ouvre des possibles, un champ des possibles qui est quasiment infini. Ben, je pense que l'amour de soi, ça vient avec une bonne dose de confiance aussi. Oui. Puis il y a une phrase de Rihanna c'est-tu Rihanna? Ben, en fait, elle dit ce message-là, puis ça, je la dis depuis que je suis vraiment jeune, fake it until you make it. Puis c'est que des fois, il faut juste foncer, puis le faire, puis fermer les yeux, puis faire à semblant que tout va bien aller, puis c'est comme ça que les choses arrivent. Puis pour la confiance en soi, moi, c'est vraiment peut-être nono, mais j'ai fait à semblant au début que je me sentais bien. Pas de faire un pause puis dire que j'aime mon corps puis dans le fond je m'haïs. C'est pas ça que je veux dire. C'est que la C'est d'y première fois que j'ai croire en enlevé mon fait. maillot... C'est d'y Pardon? croire au final. Ouais, puis pour y croire, au début, il faut faire à semblant. Tu sais, comme la première fois que j'ai enlevé mon maillot puis que je me suis dit, j'y vais, je fonce, tout va bien aller, mais
c'était faux, là, dans le sens que je tripais pas, puis j'étais pas bien, puis j'avais pas de confiance. Puis là, je l'ai fait, puis j'ai survécu, puis j'ai dit « Wow, ça a marché! » Puis là, peu à peu, à force de « fake it until you make it », ben, you make it. Puis je pense que, mettons, si on y va avec le self-love, puis qu'on incorpore de l'amour de soi, puis je pense que c'est la confiance qui nous donne le courage de passer à l'action après. Puis c'est de s'accorder, puis aussi un mot qui vient de me venir à l'esprit, c'est s'honorer. Oui. Parce que quand on se donne de l'amour de soi, ben on s'honore, puis on se donne, on a le mérite, t'as le mérite de te filmer puis de vivre l'expérience de ce médium-là sans qu'il y ait des conséquences désastreuses, puis tu peux l'essayer, puis je pense qu'on est en constante transformation, on est en constante évolution, puis il faut faire des essais-erreurs, puis peut-être que tu vas te rendre compte, j'ai détesté ça. Est-ce que tu as détesté ça parce que c'est un manque de self-love puis de confiance en toi, ou c'est vraiment t'es mieux quand c'est enregistré, t'es beaucoup plus à l'aise puis tu trouves que le flow va mieux, tu sais, c'est aussi de l'honnêteté après. Fait que, ouais. Écoute, j'aimerais savoir quel est le mot qui t'a vraiment transcendé dans ton évolution à travers tes multiples casquettes, autant artistiques que professionnelles, au cours de ces 6 dernières années. Le mot? S'il y a un mot qui te viendrait à l'esprit, mais qui finalement, petit à petit, tu te rends compte qu'en fait, c'est ce mot-là qui t'accompagne et qui t'a donné la force d'être là où tu es aujourd'hui. Je pense que c'est... j'ai plusieurs mots qui sortent. J'ai foncé, j'ai créatrice de sa vie. Tu sais, je pense qu'on est créateur de notre vie. Puis peut-être que ça peut être... ça peut sonner comme quelqu'un qui est privilégié de cette philosophie-là. Mais je pense que dépendamment à quelle échelle, on a un certain pouvoir sur qu'est-ce qu'on décide, comment on crée notre vie. Donc, ça peut être vraiment, je décide que moi, c'est important la liberté pour moi, puis je veux me créer un emploi qui me permet de bénéficier de cette liberté-là. Ben, j'ai fait les formations pour pouvoir le faire, j'ai fait les recherches pour pouvoir le savoir, dans quoi que mes skills puis mes compétences me permettent de le faire. J'ai été créatrice de ma vie, puis j'ai créé les opportunités, puis j'y ai cru, puis j'ai fait de la manifestation, puis j'ai travaillé, puis j'ai mis les cartes sur table, puis j'ai foncé. Puis je l'ai fait. Puis sinon, ça serait pas arrivé si j'avais décidé que c'était la réalité qu'on m'imposait, que la société m'a dit. La société m'a jamais dit « Camille, tu pourras choisir... moi, on m'a dit « Tu vas faire un emploi, ça va être de 9 à 5, ça va être ça, après tu vas prendre ta retraite, les voyages, ça va être 2 fois par année. » Puis, en tant que créatrice de ma vie, j'ai dit « Non, moi, même si ça peut sembler irréaliste, je veux passer 6 mois par année qui est pas au Québec. » Puis ça amène son lot de défis puis tout ça, mais je pense qu'on est créateur dans notre vie quand on choisit c'est quoi nos batailles, puis qu'on choisit où on met de l'énergie, puis les opportunités vont pas venir à nous, il faut les créer. C'est ça. J'aime ça. Ça me parle énormément. Écoute, je te remercie beaucoup d'avoir passé ce moment avec nous sur Slow is Good, d'avoir partagé ta philosophie de vie. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Merci beaucoup pour ce moment. On peut me retrouver sur Instagram, Camille la Curieuse, sur TikTok, Camille la Curieuse. On peut écouter mon podcast sur toutes les plateformes de podcast, Some Girl Time. Je suis en train de préparer une nouvelle série d'épisodes dans laquelle on va aborder l'image corporelle. Puis il y a aussi la page de Self Love Factory que je commence à remplir du stock dessus, puis que je prépare une belle programmation pour 2023 puis 2024. Génial. Écoute, merci beaucoup. À très bientôt. Merci. Merci d'avoir écouté ce dernier épisode de Slow is Good. Pour nous soutenir et partager votre amour, n'hésitez pas à le partager avec votre communauté, à nous suivre sur Instagram @slowisgood et bien entendu, laissez-nous vos commentaires, vos retours, vos petites étoiles qui nous sont très utiles et très encourageantes sur iTunes et Spotify. Au prochain épisode.